Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Fait marquant les amis, le Bitcoin vient d'enregistrer sa meilleure performance sur un week-end depuis 16 semaines, rien que ça. Et donc ça a redonné un petit peu de morale au marché. Le Fear and Greed Index est remonté à 42 points, soit un niveau neutre. Donc le côté positif, on est sorti de la peur. Pourquoi Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie et encore moins une simple crypto? Eh bien, je pense que je pourrais y arriver en seulement 5 points, avec en point numéro 1, le fait que le Bitcoin soit une monnaie saine, il y en a 21 millions et pas une unité de plus comparé aux autres projets de crypto-monnaie. En deuxième point, le fait que le Bitcoin utilise comme consensus le Proof of Work, la preuve de travail qui assure la sécurité et la décentralisation de son réseau. En troisième point, le fait que le lancement de celui-ci ait été totalement équitable, le fait qu'on n'ait pas une fondation, un dirigeant, un patron, etc. Satoshi Nakamoto reste une entité qui, jusqu'à ce jour, n'a plus montré signe de vie et reste inconnue. Le fait que le Bitcoin soit totalement immuable, le fait qu'il ne puisse pas être modifié et que la gouvernance se veut plutôt conservative, on ne va pas prendre des décisions dans tous les sens pour tenter de modifier ou d'optimiser celui-ci. Et pour finir, le statut réglementaire, notamment aux États-Unis, qui considère le Bitcoin comme une matière première, là où pour l'intégralité des autres crypto-monnaies, ce soit considéré comme des actifs ou des titres d'action de société. Et donc, selon moi, même en n'étant pas un Bitcoin maximaliste, j'accepte totalement l'idée que Bitcoin soit dans une case et une catégorie totalement à part de celui de la crypto et des crypto-monnaies. Le Bitcoin doit être vu comme une entité complètement saine, totalement détachée du reste du marché, un petit peu au même titre que l'or, et c'est selon moi ce qui en fait sa plus grande force à l'heure actuelle. Ensuite, côté Ethereum, c'est Bitmain, 3,3 millions d'Ethereum accumulés. C'est assez dingue. Le dernier achat, 77 000 Ethereum, il a quasiment 4% de la supply. Ça devient du grand n'importe quoi. Entre lui et entre Bitmain et Sharklink, ils ont des quantités assez irréelles. Voilà, ils veulent 5%, ils sont à plus de 3% de la supply côté Bitmain. On va parler de Ledger parce que c'est assez dingue ce qui a été annoncé au niveau de Ledger. Pour ceux qui ne connaissent pas Ledger, donc c'est vraiment le wallet numéro 1 pour sécuriser vos crypto-monnaies, et je compte de le dire, ça reste le meilleur wallet pour sécuriser vos crypto-monnaies. Le wallet physique, ils ont l'écran, ils ont pas mal de choses qui font que honnêtement c'est incomparable avec Tangem et les autres similaires. On pourrait faire toute une vidéo sur le sujet, mais d'un point de vue purement sécurité, ça reste vraiment beaucoup mieux. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils viennent d'annoncer une bonne nouvelle. Au départ, c'est une bonne nouvelle, le support du clear signing pour les wallets multisig. Globalement, les wallets multisig, c'est aussi c'est des smart contracts qui permettent d'avoir plusieurs signataires et ça permet d'améliorer la sécurité aussi de votre wallet. Globalement, par exemple, vous mettez un signataire votre téléphone, un signataire votre PC, un signataire une clé de secours qui est détenue je ne sais où. Et comme ça, à chaque fois que vous voulez passer une transaction, vous pouvez dire je veux qu'il y ait 2 signataires parmi les 3 qui signent la transaction, et vous améliorez vraiment beaucoup la sécurité en faisant ça, mais c'est un peu contraignant. Et ça passe en fait par l'application Safe, qui est le wallet le plus connu qui gère tout ça. Mais jusqu'à maintenant, en fait, les transactions n'étaient pas clear sign, c'est-à-dire qu'en fait, que quand vous deviez valider sur votre ledger, vous n'arriviez pas à avoir le détail des transactions qui sont réalisées et la simulation associée quand vous faites des choses dans la DeFi ou autre. Donc ça posait un peu problème. Et là, ils ont annoncé le support du clear signing. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le problème, c'est que ça va coûter $10 par transaction ou par transfert, avec aussi un pourcentage qui sera prélevé. Regardez, on peut le voir ici, on parle de $10 par transaction, donc en plus des frais de gaz, etc. Et en plus 0,05% de frais sur toutes les transactions ERC20. Donc vous voulez envoyer depuis un wallet multisig avec les mesures de sécurité, avec les meilleures mesures de sécurité, vous devrez payer $10 et 0,05% de frais sur les divers tokens ERC20 que vous allez envoyer. Certains diront c'est pas beaucoup, mais ça pose problème d'un point de vue principe. Jusqu'à maintenant, on achetait son wallet Ledger et ensuite on faisait ce qu'on voulait et la sécurité, elle était apportée par le wallet Ledger qu'on avait acheté. Là, la sécurité est apportée par le wallet Ledger, mais aussi par les services en plus qu'a conçu Ledger pour faire les éléments en plus de sécurité pour bien voir les choses sur le wallet. Mais là, ça pose problème. Honnêtement, ça me gêne de payer autant et surtout, ça commence comme ça, mais on pourrait imaginer ensuite que ça bascule sur d'autres frais.
Vraiment, c'est très gênant. Et le problème, en fait, c'est que je pense qu'ils savent qu'ils sont très bons. Ils savent qu'ils sont sûrement les meilleurs sur le marché et que c'est difficile d'aller voir ailleurs. Et du coup, ils se permettent de faire ce type de choses. Alors oui, il y a d'autres concurrents, il y a Trezor, il y a d'autres choses, mais jusqu'à maintenant, vraiment, d'un point de vue sécurité, Ledger, ça restait quand même le meilleur et le plus facile d'utilisation. Et là, il faut commencer à se poser des questions. Honnêtement, je vais commencer à réfléchir. Je vais commencer à voir un peu qu'est-ce qu'il y a d'autres choses comme wallet similaires, avec vraiment un écran. C'est très important d'un point de vue sécurité d'avoir l'écran séparé de l'application. Il y a un certain nombre de choses qui nous ont montré que c'est pas bien d'avoir le même écran ou là où vous validez, on va dire, sur votre PC ou sur votre téléphone. Il peut y avoir des virus, il peut y avoir des personnes qui arrivent à compromettre le téléphone et le PC, alors que le Ledger, lui, c'est pas possible. Donc bon, voilà, ça fait réfléchir. Je suis un peu, je suis triste complètement qu'il y ait ça. J'aimerais bien qu'il y ait une révolte de la communauté et qu'ils décident de faire marche arrière, mais je sais pas. Comme pour le moment, les détails ne sont pas encore publics, il faut rester vigilant et pas tomber sur une arnaque, d'accord ? Vous allez très probablement avoir des faux comptes qui vont se faire passer pour Polymarket sur les réseaux sociaux, qui vont vous mettre un lien en vous disant bon bah voilà, cliquez là-dessus pour être éligible à l'airdrop. Évidemment, c'est un lien, vous cliquez dessus, vous allez vous faire siphonner votre wallet. Donc restez sur les comptes officiels encore une fois et vraiment soyez très prudents par rapport à ça. Sam Altman a lancé 2 projets d'envergure avec OpenAI. Pour collecter encore plus de données, il s'est mis dans la tête de créer un système de contrôle d'identité mondiale et a commencé à explorer l'idée d'un revenu universel généré par l'IA. L'idée que l'IA produira plus de richesse que les humains et que les produits de cette richesse seront distribués à tous. C'est ce que Sam appelle la loi de Moore pour tous et il a nommé son projet World, tout simplement. Le dispositif central, l'Orb, est une sphère équipée de capteurs biométriques. Elle scanne l'iris de chaque utilisateur pour générer un identifiant mondial unique, un World ID, une preuve cryptographique d'humanité pour sécuriser l'accès à l'économie numérique et aux futurs services décentralisés. L'objectif affiché est double. Distinguer avec fiabilité les humains des IA dans un monde envahi de deepfakes et de robots, et permettre une redistribution de la valeur créée par l'IA via une crypto-monnaie, le WorldCoin, distribuée gratuitement lors du scan. Cette identité biométrique universelle pourrait aussi servir à sécuriser les votes, les paiements et les réseaux sociaux, mais pour le moment, elle n'est pas très bien accueillie. Plusieurs pays ont interdit le déploiement de l'Orb, comme l'Espagne, l'Italie ou l'Indonésie, en raison de préoccupations concernant la protection des données et la conformité aux lois sur la vie privée. Quant au revenu universel de base, des expérimentations menées aux États-Unis ont montré une réduction des heures travaillées et une utilisation prioritaire de l'argent pour les besoins essentiels, mais pas encore d'amélioration durable du bien-être. Le plan World de Sam soulève des questions majeures sur le risque de créer une dépendance des citoyens à la redistribution par IA et le contrôle croissant des bases de données biométriques mondiales. Tout ça entre les mains d'OpenAI et de Microsoft, un tel pouvoir, il y a de quoi perdre la tête. Et hier, Wall Street a donc respiré l'euphorie à plein poumon, un vrai shoot d'oxygène financier, le genre qui fait tout oublier, le shutdown, les licenciements, la dette et même la gravité. Le S&P 500 a battu donc son 35e record de l'année, le Nasdaq prenait 1,9%, Dow Jones a suivi avec plus 0,7%, et même le Russell 2000 qui d'habitude bouge à la vitesse d'un escargot et s'est offert à plus 0,3%. La bourse américaine est en apnée, mais elle continue de grimper encore, et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Alors pourquoi est-ce que ça monte ? Bien tout simplement parce que les histoires sont belles, limite magnifiques. Trump promet une trêve constructive entre les États-Unis et la Chine, avec plein de terres rares à profusion. La Fed s'apprête évidemment à baisser les taux demain, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et les Magnificent Five s'apprête à publier le résultat entre demain et jeudi soir. Bref, difficile de se mettre short avec ce genre de sentiment euphorisant. Et comme toujours, hier, c'était la tech qui mettait le feu. Apple et Microsoft se battent maintenant pour le trône des 4000 milliards. C'est la nouvelle course du moment, rentrer dans ce club privé des 4000 milliards de market cap. Apple a terminé en hausse de 2,2% pour une capitalisation de 3900 milliards. Microsoft est juste derrière et Nvidia caracole toujours en tête en se rapprochant toujours un peu plus du soleil. Les records ne sont plus très loin. Et à eux trois, ils valent 12 000 milliards de capitalisation boursière. 12 000 milliards. C'est la somme des PIB combinés de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Espagne
et de la Suisse. Et pendant ce temps-là, Nestlé, Roche et Novartis, ensemble, ils arrivent même pas à 700 milliards de market cap en se serrant les coudes. Autrement dit, l'Europe fabrique du chocolat, les États-Unis fabriquent des bulles, mais pour l'instant, c'est des bulles de champagne. Et hier, c'était donc la fête du silicium, la fête de l'iPhone, Apple, Alphabet, Nvidia, Qualcomm, tout le monde était en mode euphorie et plus jamais faible. L'ETF des Magnificent Seven a pris plus de 2% et Qualcomm plus 11%. 30,5 milliards de capitalisation gagnée en une seule journée. La raison est assez simple, un deal monstrueux avec la société saoudienne Human qui va équiper ses serveurs IA avec leur nouvelle puce capable de générer une puissance de 200 MW. Pendant ce temps-là, Nvidia et AMD surfent sur la détente commerciale entre Washington et Pékin. Washington parle d'ailleurs d'ouverture, Pékin fait mine d'écouter pour l'instant et les investisseurs se disent que tout est constructif, surtout si les rois de l'IA pourraient commencer à vendre librement leurs puces en Chine. Constructif, c'est devenu carrément le nouveau mot magique à Wall Street. Tout est constructif, les discussions, les tensions, les illusions. Et comme Trump le répète sans arrêt, même s'il est hyper positif sur les discussions avec Xi Jinping, il n'exclut pas le fait de pouvoir changer d'avis à tout moment. Mais le marché s'en contrefou, il entend plus les nuances, le marché veut monter, et même si c'est juste une illusion, on y va quand même, et on verra plus tard pour la suite. Dans le dollar, bon bah pareil, ça continue de consolider sous le previous quarterly high. Ça m'intéresse pas plus que ça, j'attends la livraison, si elle arrive tant mieux, si elle arrive pas, bon bah ça continuera de ranger. On est en train de ranger, le dollar attend probablement plein d'informations. Les tarifs, évolution de taux d'intérêt, évolution également du prochain chairman de la Fed qui devrait être annoncé à la fin de l'année. Tout ça, ça va impacter le dollar bien évidemment, ni plus ni moins. Et pour moi, ça reste tout simplement du range et franchement, c'est rien de se casser la tête. Ce mouvement est toujours dans une dynamique haussière. Maintenant, pour le moment, le dollar a toujours du mal à livrer ce previous quarterly high. Et ce trimestre, pour l'instant, est un trimestre où il se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'a livré aucun POI majeur sur ce trimestre. Depuis le 1er octobre, il n'y a aucun POI majeur pour moi qui a été livré. Peut-être juste le sommet de septembre, à la limite. Oui, le sommet du mois de septembre. Mais sinon, sans plus pour le moment. Donc, la vue simplifiée, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, c'est toujours la même. On est toujours dans notre fameux range. Tant qu'on n'aura pas cassé soit les 119 500, soit les 109 000, on va arrondir 109 000 $, et quand on parle de cassure, on parle de clôture de bougie et de bougie de confirmation, là c'est pas une cassure, c'est un fake out. Eh bien, finalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ceux qui ne traitent pas sur les petits time frames, qui ne veulent pas se prendre la tête. Si vous voulez juste attendre le prochain mouvement aura lieu quand on aura la cassure de ce niveau ou la cassure de ce niveau. On est pénétré dans ce range depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, on fait absolument rien à part être dans ce range. Voilà. Jadis, on se les échangeait de main en main dans la cour de l'école. On ouvrait les paquets, le cœur fébrile, espérant y trouver la carte rare qui nous manquait. Si vous êtes né dans les années 90 ou au début de ce 21e siècle, millénial ou génération Z, l'univers du TCG, Trading Card Game, ça devrait vous évoquer des souvenirs. Février 1996, les Pokémon débarquent du Japon. Ils vont se graver à jamais dans l'imaginaire et dans le quotidien de tous les gamins du monde. Vous étiez peut-être l'un d'entre eux. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, ces fameuses cartes sont de retour au premier plan, mais sous une autre forme. On les voit en tête des tendances sur le marché des NFT, sur des plateformes spécialisées qui affichent des records mois après mois. Pas moins de 124 millions de $ échangés rien que pour ce mois d'août. Depuis janvier, et uniquement avec la collection Pokémon TCG, ce marché a multiplié son volume d'échange par 5,5. Une hausse qualifiée de parabolique par le cabinet d'analyse Messari. Des chiffres stupéfiants et ce n'est que le début. J'ai mis ma plaie dans le farming, pensant que j'étais devin. Y'avait marqué to the moon, j'ai fini par vendre mon pain. Le Discord disait on charge, mais j'ai FOMO au sommet. Maintenant je refresh le chart, et je pleure sur quoi j'écoute. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Je prends la lune mais je garde un stop loss quand même. Sur la lune, c'est le Borato ou la fessée. Et si ça crache, c'est la faute à la sec. Les mecs sur Twitter font les sages, mais ils vendent pendant que t'achètes. Ils disent notre financial advice, puis ils donnent sur leur propre trade. J'ai stack du sol, j'ai farmé des points, mais j'ai surtout farmé la douleur. Rien à foutre, je remets encore une pièce. C'est ça l'amour en Web 3. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse.
Tu crois au run, mais c'est ça, mais t'es seul sur backpack. Sur la lune, une ligne verte et tu reviens, mais la bougie d'après, elle te fait délite ton X. Un jour j'ai cru à un bottom, mais c'était juste un support fragile. Mon cœur s'est craché comme la blockchain, congestionné, c'est trop hostile. Alors j'ai prié pour un airdrop, j'ai cliqué, j'ai farmé, j'ai minté. Mais comme à chaque fois dans ma vie c'est un rug, et j'ai re-signé. Et j'ai re-signé. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. Je me rate à mort mais je suis pas encore fier que c'est fier. Sur la lune, mon portefeuille c'est un thriller. Et ma meuf me dit, pour tout temps qu'il reste $1. Si je dois finir pauvre mais libre, au moins j'aurais joué le game. Je regarde le graphe comme un oracle, même si je comprends rien aucun d'old. Mais un jour je te jure je serai riche en yacht, Lambo, stacking chill. Et je chanterai sur une plage, faire les bails quand c'était tranquille. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. J'ai l'espoir dans le wallet et les larmes sur Binance. Sur la lune, en pump et tout recommence. Je crois à la chance même si je lis pas les annonces. Sur la lune, c'est plus qu'un token, c'est ma danse. Et je finirai riche ou RSA. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.